et bienvenue à toutes et à tous dans ce dernier atelier de la sixième édition d'Une fois une voix, que nous sommes ravis de mener avec Rémi Bossaron. Salut Rémi. Salut. Rémi, je te présente rapidement. Tu as été reporter et présentateur radio pendant une quinzaine d'années, notamment pour France Inter, et tu es aujourd'hui rédacteur en chef de France Info. Dans cet atelier, il sera question en fait de mener l'enquête et j'expliquerai un petit peu au fur et à mesure ce que nous allons dérouler avec toi. Donc, on parlera plus précisément du reportage qui s'inscrit en fait au cœur même de la démarche documentaire. Mais je précise bien évidemment que pour les participantes et les participants au concours, on n'est pas obligé de faire seulement, uniquement cela dans le cadre du concours d'une fois une voix, bien évidemment, puisque c'est un pan, en fait, le reportage du documentaire, mais dans le cadre du concours, ce n'est pas le seul, bien évidemment. Je présenterai un petit peu le cas pratique qui va nous occuper aujourd'hui un petit peu plus tard, puisque dans le cadre de cet atelier, nous allons un petit peu plonger dans les coulisses d'un reportage et suivre ton travail en fait en tant que reporter lors d'un événement que tu as dû couvrir et sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le métier de rédacteur en chef? Alors, rédacteur en chef, ça peut être beaucoup de choses finalement un peu différentes selon les médias dans lesquels on travaille. Moi, je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire la radio, parce que j'ai pratiquement travaillé qu'en radio. Mais en gros, le rédacteur en chef, donc à France Info que je suis, il y a plusieurs rédacteurs en chef à France Info. Le rédacteur en chef ou la rédactrice en chef est responsable d'une tranche. Alors, il y a de l'information 24 heures sur 24 sur France Info. Il y a différentes tranches d'information et moi je suis responsable de ce qu'on appelle la matinale du week-end, donc celle qui est le plus tôt le matin, comme son nom l'indique, le vendredi, samedi et le dimanche, entre 6h et 9h30 le vendredi, entre 7h et 10h le samedi et le dimanche. Et donc pendant 3h, 3h30, je suis responsable de tout ce qui est diffusé pendant 3h, 3h30, c'est-à-dire des journaux, des reportages, des chroniques, des interviews que je prépare avec le présentateur de la tranche. Je suis responsable de tout ça et c'est pour ça qu'on vient très tôt le matin. Moi, je commence à travailler vers 2 heures du matin et on prépare pendant plusieurs heures donc cette tranche et on décide ce qu'on va mettre en avant selon l'actualité dans cette tranche et tout ce qui est diffusé. Voilà, j'en suis un peu responsable et ça veut dire aussi que s'il y a ce qu'on diffuse là a été préparé généralement la veille par la rédaction de France Info. Mais aussi l'actualité évolue et donc parfois ça arrive, il y a quelque chose qui arrive dans cette matinée, par exemple Donald Trump qui décide d'attaquer un pays, c'est arrivé dernièrement, et ben dans ces cas-là, en tant que rédacteur en chef, je dois décider très vite de qu'est-ce qu'on va faire, qui on va appeler, quel invité on va faire, quel reporter on va envoyer sur le terrain ou appeler ou faire intervenir, et donc faut tout recommencer, tout restructurer, et c'est le rédacteur en chef qui est responsable de ça. Voilà, ça c'est ma fonction actuelle. Très bien. Donc, je l'ai dit, le thème de notre atelier aujourd'hui, c'est mener l'enquête, et on va parler beaucoup du reportage. Est-ce que tu pourrais nous définir un petit peu ce que c'est qu'un reportage en Alors, journalisme? reportage radio, encore une fois, je veux dire, hein, parce que c'est ce que vont faire les gens qui participent au concours, et puis moi, c'est ce que j'ai pratiquement fait tout le temps. Le reporter, ou la reporter, c'est celui ou celle qui va sur le terrain, tout simplement, et le produit de son travail, c'est donc un reportage. Et le reportage, c'est deux choses, c'est à la fois raconter une histoire, un récit, et donner de l'information. Il faut vraiment que les deux existent, c'est-à-dire faut raconter ce qu'on va voir, ce qu'on va observer, ce qu'on va entendre. Il faut que ça ait du sens. On peut pas juste se contenter de faire un récit agréable à écouter, mais qui ne donne pas d'informations. Et on peut pas non plus donner plein d'informations, même si elles sont vraies, mais accabler l'auditeur ou l'auditrice d'informations, de chiffres, tout ça, qui sont impossibles à retenir parce qu'il y en a trop. Et en plus, si c'est pas bien raconté, ça marchera pas. Donc il faut vraiment réussir à associer. On va sur le terrain, on observe, on écoute, et on restitue tout ça. Et parfois, on a peu de temps pour le faire parce que, bon, alors
ce qui va être fait par ceux qui participent au concours sera plus long, mais souvent, moi je travaille pour un média d'information continue, France Info. Dans les journaux, les reportages ils durent 1 minute 10. C'est en général ça, hein, sur toutes les radios. Donc c'est très court, et pourtant 1 minute 10, ça peut être le travail d'une journée entière, mais qu'on doit résumer en 1 minute 10. Et donc ça veut dire que on va avoir deux petites interventions de gens qu'on a eu pendant plusieurs minutes en interview, mais on va garder 10, 15 secondes à chaque fois. Et ce qu'on va raconter, bah, faut que ce soit très concis, très clair, et il faut que ce soit surtout ce qu'on appelle un angle. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses à raconter, mais pour que ce soit intéressant, que les gens comprennent en 1 minute 10 ce que je vais leur dire, il faut que je fasse un choix très précis d'une chose que je vais raconter. Sur tout ce que j'ai observé, je vais raconter seulement un aspect précis de ce que j'ai pu observer. Si je prends un exemple concret, par exemple, parce qu'un reporter, il peut être envoyé sur plein de choses. C'est ça qui est dur avec le reportage et hyper intéressant aussi, c'est que le reporter, il est spécialiste de rien. Dans les médias, il y a des spécialistes d'économie, de sport, de culture. Le reporter, il peut être envoyé sur à peu près tout ce qui se passe dans l'actualité en France, à l'étranger. Il se passe quelque chose. Donc, ça peut être un attentat, une élection, ça peut être une exposition qui est inaugurée. Il va sur place et il faut qu'il arrive à avoir de l'information, à observer des choses intéressantes à raconter et qui restitue ça et qui explique aux gens pourquoi c'est intéressant. Et par exemple, quand j'étais envoyé à une époque, il y avait beaucoup d'attentats malheureusement en Europe et en France. Quand j'allais quelque part, par exemple un attentat à Berlin, je passe des heures sur place, j'ai plusieurs témoignages de gens qui se recueillent, de gens qui étaient là peut-être, qui ont observé ce qui s'est passé, tout ça. Et je vais pas mettre tout dans le même reportage. J'ai plein de choses, mais ce que j'ai, il y a un reportage que je vais vraiment axer sur les gens qui ont été les premiers à venir tout de suite déposer des bougies parce que c'était important et pourquoi, voilà, je vais m'intéresser que ces gens-là. Ce qui veut pas dire que le reste n'est pas intéressant, mais un des reportages que je vais faire va être que sur ces gens qui sont venus tout de suite déposer des bougies, des petits mots pour dire, voilà, c'est inacceptable, ça. Ça sera un angle d'un reportage. Et puis peut-être que quelques jours plus tard, je ferai un autre reportage sur des témoins, justement, que j'ai retrouvés et qui racontent ce qu'ils ont vu. Voilà. Il y a un angle différent pour à chaque fois faire 1 minute 10 pour laquelle je raconte et je donne la parole à des gens et je donne de l'information. Voilà, c'est un reportage. J'en profite avant de présenter un petit peu le cas pratique qui va nous intéresser aujourd'hui. Tu m'avais transmis donc ce document qui retrace un peu la base du métier de journaliste, qui est d'abord de collecter l'information, la trier et la mettre en forme. Donc c'est un petit peu ce sur quoi, enfin les points sur lesquels nous allons revenir tout au long de cet atelier. On a pensé cet atelier autour d'un cas pratique, enfin les coulisses d'un reportage que tu as dû mener, toi Rémi, qui a eu lieu donc à Saint-Martin en 2017 lors du passage, enfin après le passage de l'ouragan, donc où tu as été envoyé sur le terrain. Et on va un petit peu te suivre hein, a posteriori dans les coulisses de ce reportage. Donc, que voit-on, Rémi, sur ces images? Cette image, c'est un moment important de ce reportage enfin des reportages que j'ai fait sur place, parce que je suis resté plusieurs jours sur place, parce que c'était vraiment le premier regard que j'avais sur Saint-Martin. J'étais sur en fait, l'arrière d'un pick-up d'un habitant de Saint-Martin qui m'avait pris vraiment au moment où je débarquais sur place pour m'emmener en fait chez lui finalement et donc j'ai filmé vraiment j'ai essayé de prendre les premières informations que je pouvais on l'a vu rapidement mais parmi les sources du journaliste il y a quand même pour commencer l'observation tout simplement, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des reporters qui aillent sur le terrain. C'est vraiment essentiel, c'est qu'on pose nos yeux dessus et que on prend tout ce qu'on peut comme information pour essayer de comprendre le terrain sur lequel on arrive, parce que moi quand j'ai été envoyé à Saint-Martin, donc Saint-Martin, c'est une toute petite île, enfin c'est la partie française d'une île qui est occupée par les Néerlandais aussi, dans les Antilles, au nord de la Guadeloupe, et que franchement pas beaucoup de Français, je crois, connaissaient avant que l'ouragan Irma passe dessus, et moi non plus, hein, j'avais entendu parler, mais j'étais jamais allé dans les Antilles, et donc arrivant sur place, il fallait que je repère tout de suite ce que j'allais pouvoir avoir comme matière à reportage. Parce que pour resituer un peu, quand je disais les reporters peuvent envoyer sur n'importe quel
n'importe quel type de mission et ne sont spécialistes de rien. Moi, typiquement, ce matin-là, comme toute journée de reporter qui commence, quand j'arrive le matin, je sais pas du tout que je vais partir dans la journée pour les Antilles. Je commence ma journée le matin et il se trouve qu'on a appris dans la nuit que cet ouragan, qui était un des plus puissants jamais repérés dans le monde, arriver effectivement à aller percuter les Antilles, et notamment les Antilles françaises. Et donc vraiment en quelques heures, le rédacteur en chef, que je n'étais pas à l'époque, donc un rédacteur en chef dit faut envoyer quelqu'un sur place, avec l'espoir d'arriver avant l'ouragan pour même vivre l'expérience du passage de l'ouragan et le raconter, idéalement. Et donc, il faut envoyer quelqu'un sur place, et là, on voit qui est disponible, qui est là, qui peut partir. Et effectivement, on est susceptible de partir à tout moment. Donc, les reporters ont tous un petit sac qui est prêt avec des affaires pour partir au cas où, quelques jours. Et on me dit, bah, faut partir. Donc, je prends mon matériel et je pars effectivement pour les Antilles. Donc, ne connaissant absolument pas le terrain, n'ayant jamais été confronté à un ouragan. Donc, en fait, dès que je sais que je vais devoir partir, donc, en l'occurrence, prendre vraiment l'avion dès que possible. Donc, en ce cas-là, il y a une moto de la rédaction qui m'emmène à la rédaction pardon, à l'aéroport très rapidement. Et je prends l'avion et en espérant arriver à Saint-Martin, finalement comme l'ouragan arrivait, l'avion était dérouté et je suis d'abord allé en Martinique, puis en Guadeloupe, puis à Saint-Martin une fois l'ouragan passé. Donc j'ai pas vécu le passage de l'ouragan effectivement, mais je suis arrivé après, juste après, avec les pompiers. Et donc tout ce chemin-là déjà que je fais et finalement je suis arrivé peut-être, je crois, un peu plus de 24 heures après le passage de l'ouragan, entre 24 et 48 heures. Déjà, j'essaie d'avoir des informations. Avant même, voilà, alors c'est des photos que j'avais prises à l'époque, effectivement avec les pompiers, parce que normalement, évidemment, la rédaction met à disposition du reporter tous les moyens qu'il faut pour arriver à destination pour son reportage, en train, en avion, en voiture, voilà. Là, en l'occurrence, pour aller sur l'île de Saint-Martin, il y avait vraiment plus aucun moyen de transport, hein. Toutes les communications étaient coupées. L'aéroport a priori sur place n'était plus utilisable. Il n'y avait plus de transport par la mer non plus. Donc, il fallait que je me débrouille pour déjà arrivé sur place. Et donc, j'ai demandé aux pompiers que j'ai rencontrés en Guadeloupe et qui commençaient à faire les provisions de matériel, etc., notamment les pompiers de Paris qu'on voit sur la photo, qui ont réquisitionné des bateaux pour touristes, en fait, pour leur matériel et pour eux-mêmes, pour traverser la mer le long toute une nuit, ça a pris, pour arriver au petit matin à Saint-Martin. Donc, je me suis glissé parmi eux, évidemment, en prenant pas de place qui aurait été pour du matériel, ou voilà, en disant, moi, je prends peu de place, contrairement aux équipes de télévision sont plus nombreux avec du gros matériel. Moi, j'ai juste mon petit micro, je prends pas de place. Est-ce que je peux me mettre avec vous? Donc, j'ai pu me glisser comme ça sur le bateau et aller avec eux jusqu'à Saint-Martin. Et effectivement, on voit sur la photo qu'on découvre l'île de Saint-Martin. Et donc, en fait, eux-mêmes prennent des informations à ce moment-là, hein, parce qu'ils connaissent pas le terrain. Donc, ils essaient d'estimer les dégâts vu qu'ils n'avaient pas de contact possible avec Saint-Martin. Imaginez les dégâts sur l'île déjà et les nécessités d'information. Et moi-même, j'étais déjà en train de prendre l'information, à la fois dans l'observation de ce que je pouvais voir de Saint-Martin au loin déjà, et auprès des pompiers, en fait, parce que tout ce que j'ai commencé déjà à faire des sujets là pour ma rédaction, même depuis la Guadeloupe, j'ai commencé à raconter ce qu'on sait de la puissance de cet ouragan. Donc là aussi, j'ai dû prendre de l'information parmi les sources d'information, les experts. Donc je me suis renseigné d'un point de vue météorologique, hein, j'y connais rien, mais pouvoir raconter ce qu'on peut imaginer qui se passe sur place et la puissance de cet ouragan. Et puis auprès des pompiers, de la sécurité civile, dès que je suis, et même dans l'avion, c'est ça en fait être reporter, c'est que même dans l'avion, j'ai fait attention aux conversations des gens. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissaient Saint-Martin, qui allaient sur place, qui pouvaient éventuellement me renseigner sur l'île, témoigner, me dire, bon, je connais des gens qui sont sur l'île et que j'ai réussi à joindre. Tout peut être intéressant. Et les Mm. pompiers et les secouristes que j'ai trouvés sur place, j'ai tout de suite demandé je pouvais obtenir un contact, si je pouvais les interviewer. On prend toutes les sources qu'on peut tout de suite en tant que reporter. Vraiment, il faut être, c'est un état d'esprit même une fois qu'on est lancé sur un sujet, je dirais, d'être absolument ouvert à toutes les sources d'informations possibles. Ensuite, il y aurait un tri à faire, hein. Ce qu'on a vu, c'est collecter l'information, trier l'information, la mettre en forme, mais il faut prendre toutes les informations possibles. Il faut rien laisser passer, parce que la moindre information peut déclencher finalement un sujet et un angle. Quelque chose que j'attendais pas, mais je vais entendre quelque chose qui va être, ah là, ça va devenir un témoignage très fort et je vais peut-être pouvoir construire un portage autour de ça. Et donc la vidéo qu'on a vue, bah, c'est vraiment arrivant sur place, je découvre complètement Saint-Martin. Je vais devoir trouver un logement déjà parce que tout était détruit. Et 7 habitants qui étaient par chance sur le port au moment où je suis arrivé
m'a gentiment pris sur sa voiture et non seulement en plus après m'a hébergé, mais bah, ça a été mon premier témoin aussi. Hein. On a parmi les sources, on a dit il y a expert, il y a témoin aussi, il y a l'observation, il y a témoin et témoin c'est essentiel. Et pour le coup là, c'était la première personne qui avait vécu l'ouragan que j'ai trouvé et donc c'est la première personne que j'ai interviewée immédiatement. Lui, la personne le voisin qui était avec lui dans sa voiture. Une fois qu'on est arrivé chez lui, sa femme, ses enfants, je les ai tous interviewés parce que vraiment un témoignage essentiel. Et tout de suite, il y a eu un angle aussi qui s'est dégagé. Là, les images qu'on voit, effectivement, c'était l'état de Saint-Martin. C'était vraiment alors, l'ouragan était passé, et c'était vraiment d'une puissance effroyable. Hein. Tout était vraiment détruit, notamment parce qu'il y avait du bâti qui était quand même pas de super qualité dans certains quartiers de Saint-Martin. Et il y avait une certaine panique sur l'île et l'angle qui s'est dégagé très vite et qui s'est dégagé parce que juste j'ai écouté ce que disaient les gens, c'est qu'il y avait une peur très importante de pillage sur l'île. Alors c'est une île où circulent aussi des armes, et donc il y avait une peur qui était liée à ça, de gangs qui braqueraient des boutiques, voilà, et les gens avaient peur parce qu'en fait ils savaient pas combien de temps ça durait, hein, il y avait pas d'électricité, il y avait plus de possibilité d'avoir des choses qui arrivaient sur l'île, à part parce qu'apportaient les pompiers et le secours, donc et puis ils craignaient pour leurs affaires aussi d'être éventuellement attaqués dans leur maison, etc. Donc moi c'est le premier sujet que j'ai fait sur place, j'ai dit mais en fait les rumeurs circulent de gangs et qu'est-ce que je peux en dire? Donc sur la base de ce que j'ai pu observer, donc je vais pas donner une réponse définitive, l'île est à feu ou à sang ou tout va bien, mais simplement avec ce que j'ai pu observer moi, ce que j'ai pu avoir comme témoignage d'un gendarme que j'ai interrogé aussi, qui était sur le port, qui m'a pas parlé au micro en on, comme on dit, mais qui m'a expliqué un peu la situation sur l'île. Et puis ces gens qui donc craignaient les pillages et qui eux-mêmes étaient armés. Hein, le monsieur qui m'avait accueilli avait une arme, m'avait dit qu'il était prêt à la sortir s'il y avait des gangs qui arrivaient. Et donc j'ai pu raconter tout ça et donc ça a donné un angle, la technique de l'entonnoir, c'est-à-dire que moi j'étais sur place, c'était la première fois qu'on entendait quelqu'un sur place pour raconter ce qui se passait. Et à Paris, il y a un présentateur, une présentatrice qui fait un lancement, qui dit voilà, on va retrouver sur place Rémi Bossaron, qui donne des informations avec ce qu'on sait du nombre de blessés, de la puissance de l'ouragan, tout ça. Ça, c'est l'entonnoir, c'est ça. C'est on donne une présentation un peu large du sujet. Et puis, petit à petit, dans sa présentation, il arrive à l'angle en disant il y a la rumeur qui circule, le gang qui, sur place, pillerait les commerces. Et donc, on retrouve sur place, et qu'est-ce que vous pouvez en dire, en gros, quoi. Et moi, j'ai 1 minute 10 pour raconter ce que je peux en dire à ce moment-là. Moi, je suis arrivé sur l'île depuis quelques heures seulement, mais j'ai observé tout ce que j'ai pu, et j'ai eu des témoignages qui me parlaient de ça. Après, j'ai refait le lendemain ou le surlendemain un sujet sur les pillages, parce que j'ai pu assister à un pillage, et c'est devenu un angle en soi, c'est-à-dire que j'ai vraiment raconté un pillage, j'ai vu un pillage, qui n'était pas très violent, mais justement par des habitants qui avaient peur en fait de manquer de nourriture simplement, hein, parce que il y avait effectivement cette peur-là, ils savaient pas combien de temps ça durerait, et donc effectivement à partir du moment où un rideau était cassé, bah, il y a plein de gens qui se précipitaient pour prendre la nourriture, et donc j'ai même pu interviewer ces gens-là qui étaient en train de le faire, qui m'expliquaient pourquoi ils le faisaient, qui disaient jamais imaginé faire ça dans leur vie, mais que voilà, la situation était un peu désespérée. Voilà. Donc c'est devenu un angle en soi aussi. Donc voilà, tout ça, ça montre l'importance d'être dès qu'on arrive sur place, notamment comme ça à Saint-Martin, c'est un endroit que je connais pas du tout, mais où on est typiquement là vraiment dans la fonction ultime du reporter, d'être les yeux des gens qui sont à Paris ou en France métropolitaine, qui écoutent et qui n'ont que moi ou que les gens qui sont sur place, les autres journalistes, pour raconter ce qui s'y passe, d'être dans l'observation et de bien raconter les choses et donner de l'information. Voilà, ce que je disais, à la fois le récit et donner de l'information. Ouais. Et c'est vrai qu'on dit généralement aux participantes et participants du concours que il faut en effet avoir, voilà, être sensible, être attentif à ce qui se passe autour et pas avoir, enfin voilà, laisser entrer un petit peu la spontanéité dans les gens que l'on peut approcher, etc., qui sont pas forcément, tu as parlé d'experts, qui sont pas forcément des experts. Comment ça se passe toi quand tu vas interviewer justement des gens comme ça à la volée, des gens que tu rencontres, comment est-ce que tu fais pour les approcher? Alors c'est quelque chose qu'on va rôder à force d'expérience et d'années sur le terrain. Au départ, c'est pas forcément facile. En plus, il faut imposer aux gens qu'on a un micro et c'est pas forcément toujours bien accueilli. Alors on a une chance quand même, c'est encore une fois par rapport à la télévision, c'est que c'est moins invasif quand même qu'une image ou généralement ils sont deux ou trois en plus à aller vers les gens. Éventuellement plus si c'est la nuit, ils arrivent avec un gros spot de lumière. Bon, c'est un peu compliqué pour les gens. Là, quand on arrive avec un micro.
L'idée, c'est de... Alors moi, pour moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu magique. C'est important, on a le micro en main. Moi, c'est pas forcément de ma nature profonde d'aller vers les gens et de leur poser des questions. Mais une fois qu'on a un micro en main, qu'on sait que c'est notre fonction et que le but, c'est d'obtenir de l'information, encore une fois, c'est pas faire du sensationnalisme, mais c'est vraiment d'obtenir la meilleure information possible pour pouvoir la restituer. Bah, assez naturellement, moi, j'ai besoin de ces informations, je vais vers les gens. Et les gens qui sont des témoins, il faut pas les brusquer, évidemment. Il faut faire preuve d'un minimum d'empathie, même si on est journaliste. Il y a un équilibre à trouver pour à la fois être un peu dans une mécanique de journaliste, c'est-à-dire vraiment mon but, je suis là quand même pour exercer mon métier, qui est d'obtenir de leur part des témoignages. Et en même temps, on est quand même humain. Et donc, dans un premier temps, on est face à des gens, là en l'occurrence, qui possiblement ont perdu leur... alors heureusement, il y a eu finalement très peu de victimes, mais ont peut-être eu des proches qui ont été touchés quand même, ou ont perdu leur maison, leurs biens matériels, savent pas de quoi va être fait demain. Donc dans un premier temps, on n'arrive pas en sortant tout de suite au micro en disant racontez-moi ce qui s'est passé. On dit, on demande que voilà comment ils vont, on se présente, et puis on dit est-ce que ça va. Et on commence généralement en fait par établir une conversation. Euh, alors c'est là qu'il y a aussi faut trouver le bon moyen de sortir le micro au bon moment, parce que parfois on a ces conversations, les gens racontent super bien et au moment où on va sortir le micro et ils ont déjà tout dit et puis c'est trop tard, ils le racontent plus une deuxième fois. Donc faut garder une certaine spontanéité, mais si on sent qu'il commence à raconter quelque chose qui va être vraiment intéressant, vraiment dire, bah, attendez, ce qui serait intéressant en fait, c'est que les gens puissent l'entendre ça. Donc, est-ce que ça vous dérangerait de le raconter au micro? Et assez naturellement, en fait, si on fait ça bien et on le fait assez sincèrement, on n'est pas là pour tromper les gens. On est vraiment là pour valoriser leurs paroles et dire en fait, ça va être intéressant même pour eux qu'on entende en ce qui concerne Saint-Martin, que dans quel état est votre île et que bah, ça va sensibiliser aussi les gens naturellement à votre sort. Bah, en fait, ils racontent leur histoire. On a dans ces cas-là assez peu de refus de gens dans la volonté de parler. Et effectivement, il faut aller vers le maximum de témoins possible. En l'occurrence, parmi les sources qu'on citait tout à l'heure, bon, il y a l'observation qui est extrêmement importante. Il y a les experts, effectivement. Par exemple, il y a des architectes qui sont arrivés sur place assez vite, ou des gens des assurances. Bon, bah, je les ai interrogés aussi, mais ça, c'est pas des témoins. Il y a les institutions, donc la préfecture, la gendarmerie, les pompiers, tout ça sont des gens intéressants. Mais les témoins, c'est quand même l'essentiel dans un premier temps, surtout après pas quelque chose d'aussi spectaculaire, il faut avoir quelque chose, les gens qui l'ont vécu, quoi. C'est ça qu'on cherche dans un premier temps, évidemment. Mais il faut, l'importance du témoin, c'est contrairement aux autres, c'est qu'il faut vraiment impérativement croiser aussi les sources, parce que c'est humain, mais les gens racontent, bah, on sait pas du tout à qui on a affaire quand même comme témoin, et donc, a priori, ils vont pas raconter n'importe quoi, mais même un peu traumatisés, se laissant entraîner dans leur récit, en s'attribuant peut-être des choses qu'ils ont plus ou moins vues, mais ils vont affirmer qu'ils l'ont vu, ben, on peut pas se contenter d'un témoignage. Donc l'idée, c'est d'assez vite aussi multiplier les témoignages pour, ça c'est le tri d'informations, pouvoir dire, bon, ça quand même, il y a des gens qui me le répètent à chaque fois, donc je peux penser qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Le reste, je vais mettre de côté, non pas que ce soit forcément un mensonge, mais si je suis pas tout à fait sûr, je vais le mettre de côté. Pour être tout à fait sûr, les témoignages, il faut croiser. Voilà, ce qu'on appelle croiser les sources. Et c'est particulièrement Ouais, vrai en ce qui concerne les témoignages. ouais, tout à fait. D'ailleurs, c'est hyper important. On y reviendra après. Ouais, sur le fait de croiser l'information, tout à fait. Et est-ce que tu peux juste nous dire là, au niveau un petit Oui. peu pratico-pratique, ce qu'on voit sur cette image là, quant à ce matériel? Ouais, bah, bah, quand on parlait de la mise en forme, c'est aussi la mise en onde, c'est la possibilité juste de pouvoir envoyer son reportage en ce qui concerne la radio, ce qui est pas forcément évident, surtout sur une île comme qui avait été dévastée comme Saint-Martin, où encore une fois, donc il y avait plus du tout de réseau. Moi, quand je partais en reportage, j'avais la chance d'être hébergé par ce monsieur qui m'avait recueilli sur son pick-up, qui est un des seuls sur l'île qui avait encore de l'électricité et du wifi. Donc en fait, quand je rentrais chez lui, je pouvais converser avec ma rédaction et je pouvais envoyer des sujets. Mais tout le reste du temps, j'étais comme en zone blanche, quoi. Je partais le matin et je ne pouvais plus donner de nouvelles. Et donc parfois, pour me connecter, j'étais obligé de me... Donc là, typiquement, je suis au bord de mer, comme on le voit, dans un quartier qui était un quartier où il y avait tous les restaurants, tout ça de Saint-Martin, qui avait été complètement à la fois balayé par le vent et en plus par une espèce de mini raz-de-marée, donc il y avait du sable partout, enfin tout était dévasté. Et là, en fait, je suis sur le calage d'une maison qui a été emportée. Pour le reste, je me suis mis là avec mon matériel. Ce qu'on voit là, c'est le matériel dont qu'un reporter radio, quand il part comme ça, au débeauté, comme je disais, parce qu'on sait pas quand on va partir, on a toujours au minimum ça, c'est-à-dire mon sac à dos dans lequel j'ai quelques affaires, avec lequel je suis arrivé sur l'île, mon cahier sur lequel je prends des notes, et ce qu'on appelle le NAGRA, donc le matériel d'enregistrement qu'ont tous les reporters radio. NAGRA, c'est une marque de matériel d'enregistrement, une marque très fiable, suisse, qu'ont vraiment toutes les rédactions radio en France notamment, mais
en Europe, disons, et sur lequel on peut tout faire. Là, je suis vraiment, j'ai mon poste de travail, je peux vraiment tout faire avec ce que j'ai là ce que vous avez sous les yeux. C'est-à-dire que mon AGRA, c'est vraiment le truc que je dois, ça et mon passeport et ma carte bleue, c'est ce que je dois absolument pas perdre en reportage, sinon je peux plus rien faire, mais avec, je peux vraiment tout faire. C'est-à-dire que j'ai mon micro, on voit le câble du micro là qui dépasse, et cet appareil qui est tout petit et qui est beaucoup plus léger qu'il ne l'était précédemment quand c'était encore des bandes, tout ça, là c'est numérique. Alors ça fait un peu mal au dos à force quand même, mais on peut tout faire dessus, c'est-à-dire que je passe ma journée à enregistrer des gens dessus. Je peux enregistrer des heures si je veux. Je peux monter dessus et je peux enregistrer ma voix évidemment et je peux envoyer tout ça depuis Sonagra. Donc je peux vraiment tout faire avec Sonagra. Et en l'occurrence, on devine devant le Nagra un petit appareil aussi qui s'appelle qui est un appareil satellite, qui en fait, comme j'avais pas du tout de réseau, permettait d'être, il faut le mettre vers le ciel. C'est pour ça que là, je mettais son endroit dégagé près de la mer, faut pas qu'il y ait d'obstacles. Je le pointe vers le ciel et grâce au satellite, je pouvais me connecter quelques minutes, envoyer ma rédaction, mon reportage et puis redisparaître de nouveau parce que ça coûte un peu cher à utiliser. C'est un matériel de précision. Mais donc c'est ça qu'on envoie si on est envoyé dans une mission dans un désert, dans un endroit où complètement détruit, où il n'y a plus de communication possible. On a toujours ça vraiment où qu'on soit. Ça fonctionne, il suffit de pointer vers le ciel, vers un satellite et d'envoyer son portage. Donc voilà, c'était un peu mon quotidien sur place. Dans la mise en forme, il fallait aussi pouvoir l'envoyer et j'utilisais ce matériel-là. Voilà, et c'est sur ce Nagra que je montais mes reportages ou sur mon ordinateur quand je me posais le soir chez l'habitant qui m'hébergeait. Mm. Et alors, je reviens un petit peu sur ce que tu disais précédemment parce que je trouve ça hyper intéressant, cette idée à la fois de transmettre de l'information, mais aussi de donner à entendre une forme de récit, même si on doit faire passer bien évidemment de l'info. Donc, tu as parlé de l'angle déjà, qui était important à trouver pour faire entendre ce récit-là. Est-ce que dans le cadre d'un reportage comme celui-ci, tu fais attention, enfin, davantage presque à la forme, c'est-à-dire à te dire comment est-ce que je vais capter le lieu, d'autres formes en fait de son que juste l'interview brute. Oui, oui, c'est sûr. Bah, dans un premier temps, même souvent les reportages commencent par. Il faut être quand on est en reportage, il y a des choses. Les premières secondes sont absolument essentielles quand on écrit un reportage. En fait, si on rate les premières secondes, on peut vraiment complètement rater son reportage. C'est pour ça que vraiment parmi les étapes, je disais collecter l'information, c'est essentiel pour avoir la bonne information, la trier parce qu'on choisit un angle et parce qu'on va aussi mettre de côté des informations qu'on juge peut-être un peu ce que je disais pas très sûr, même si on ne pense pas que les gens mentent forcément, mais ça demande à être vérifié, à croiser. Donc on trie et la mise en forme est essentielle. Et la mise en forme, elle commence notamment par les premières minutes d'un reportage, parce qu'il faut tout de suite qu'on entraîne les gens, en fait, on dit généralement qu'on leur donne à voir, même si c'est de la radio, on leur donne à entendre et à voir. Il faut qu'ils ferment les yeux, ou pas les yeux, mais en gros, s'ils ferment les yeux, ils sont avec nous en l'occurrence à Saint-Martin ils sont avec moi. Et si je raconte par exemple le pillage, évidemment, dans un premier temps, si je peux entendre le bruit et en fait, mon micro me sert à interroger les gens, mais je le laisse souvent aussi tourner très longtemps, juste à la main comme ça, pour avoir l'ambiance. Et même souvent, on commence par tourner l'ambiance dans laquelle on est. Parce qu'on va jamais envoyer un reportage à blanc, ce qu'on appelle à blanc, c'est-à-dire juste mon commentaire et des interviews, parce que sinon les gens y sont pas. Il faut qu'il y ait cette ambiance-là quand l'ambiance est forte, en général, il y a au moins un minimum d'ambiance qu'on appelle l'ambiance rue, qui rend le minimum d'un reportage. Si on est quelque part, qu'il n'y a rien de spectaculaire, au moins mettons-nous dehors avec des voitures qui passent. Au moins on est quelque part, quoi. Pas dans la chambre d'hôtel où on enregistre le sujet. Et donc là, en l'occurrence, si j'ai un pillage, bah, je vais effectivement laisser tourner. J'ai laissé tourner mon micro, même avant même de parler aux gens, ou en tout cas en dehors des moments où je les interview. Je laisse pendant des minutes et des minutes défiler comme ça, parce qu'on peut se permettre avec le Nagra, on peut enregistrer des heures. Encore une fois, c'est numérique. On laisse tourner et on va sortir de là un moment où effectivement quelqu'un fracture une étagère ou fracture la sécurité du lieu, tout ça. Et je vais commencer avec ça parce que je vais mettre en avant le son effectivement le plus fort et le récit le plus fort pour commencer. En radio, les gens ils peuvent être quand même quand ils nous écoutent, c'est vrai quand ils écoutent un podcast, comme c'est vrai quand ils écoutent les informations, ils peuvent être vite divertis par autre chose qui se passe à côté d'eux. Ils sont en train de nous écouter et en même temps ils s'occupent de leur enfant ou ils bricolent ou que sais-je, mais en tout cas ils font autre chose. Et ils peuvent vite quand même passer à côté de ce qu'on raconte. Et donc il faut qu'on soit tout le temps dans un récit, non pas hyper spectaculaire, mais assez fort pour que tous les mots les accrochent. On est quand même dans une vente en permanence. On dit qu'on fait de la vente, ce qui n'est pas forcément un vilain mot. C'est-à-dire qu'on reste très fidèle à l'information mais dès les premières minutes,
il faut qu'on leur dise, restez avec nous, ce que je vais vous dire est intéressant, quoi. Et donc, c'est vraiment une histoire qu'on raconte. Et donc, si je commence à raconter, je commence à raconter j'ai vu le braquage d'un commerce, et je vais tout de suite donner à voir, faire entendre ce braquage du commerce et donner à voir une personne en train de, effectivement, casser une étagère, casser une grille. Voilà, dès les premiers instants, je donne ce qui est le plus fort. Et c'est toujours comme ça dans les reportages. On commence toujours par une image forte. Et quand j'ai une image forte, ça veut pas dire encore une fois hyper spectaculaire. Si je te donne un autre exemple qui est pas de moi, mais juste, j'ai réentendu un reportage qui est pas de moi, c'est pour ça que je peux pas le diffuser, mais que j'avais utilisé pour une autre intervention. C'est tout simple, mais je me dis, voilà, c'est parfaitement fait, quoi. Généralement, je vous dis, c'est un récit et de l'information, et c'était un récit, en l'occurrence, c'est un reportage qui était de plutôt tourisme, donc il n'y a pas un enjeu autant que après un ouragan, mais le reporter, c'était un reporter de France Inter qui était envoyé à Giverny, donc en Normandie, dans le village des impressionnistes, là où il y a la maison de Monet, qui est très touristique, qui est très joli effectivement, mais très touristique. Et c'était le week-end de l'Ascension. Et le reportage, c'était en fait, ça sature de touristes. Et les gens en peuvent plus parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de touristes qui arrivent à Giverny. Et vraiment, je vous dis, en 30 secondes, il a réussi déjà tout de suite à donner une image, à mettre deux intervenants et à donner du sens. C'est-à-dire vraiment, il avait une introduction. En quelques mots, il disait à 5 kilomètres déjà de Giverny, on remarque des voitures garées le long de la route. Donc tout de suite c'est concret, c'est-à-dire qu'on est sur la, il met une ambiance de route, on comprend qu'on est dans sa voiture et on voit des voitures alignées. Il dit pas juste il y a plein de touristes, il dit il y a des voitures alignées à 5 km. Donc on imagine déjà 5 kilomètres de voitures qui sont, donc on a une image très forte tout de suite. Il n'a pas besoin d'en dire plus et il nous emmène dans le village et il dit voilà une commerçante qui est là depuis 7 ans et qui effectivement voit qu'il y a de plus en plus de monde. Et donc, il a un premier témoignage. Il arrive à caractériser en deux mots. Donc, il ne dit pas juste une habitante, c'est une commerçante. Donc, c'est quelqu'un, donc, une commerçante, c'est super comme témoin en général pour les touristes, parce que, pour les journalistes, parce que, les commerçants, ils sont là, établis depuis longtemps, ils voient passer des gens, ils entendent des gens, donc ils vont faire du propos rapporté. Pour nous, c'est génial. Donc, c'est une commerçante. On comprend qu'elle est là depuis longtemps. Donc, depuis 7 ans, elle vient pas s'installer. Donc, témoignage, on sait pourquoi, on n'a pas besoin de savoir plus, ni son âge, ni à quoi elle ressemble, mais juste, une commerçante qui a depuis 7 ans, ça donne une force à son témoignage. Et elle dit juste, effectivement, je vois les gens de plus en plus nombreux, ça devient insupportable. Et juste derrière, parmi ces touristes, deux touristes qui viennent de Strasbourg et qui expliquent pourquoi ils viennent et qui eux-mêmes constatent qu'ils sont dans la foule. Ces gens-là, je sais encore une fois pas leur âge, pas à quoi ils ressemblent, je sais juste qu'ils viennent de Strasbourg et donc ils ont traversé quand même la moitié de la France pour venir à Giverny et ils sont symboles un peu de toute cette foule de gens qu'on imagine venir de toute la France qui vont se garer devant le village et qui vont un peu étouffer ce village. Et j'ai dit voilà, en 30 secondes, il m'a donné une image forte tout de suite. Quand on dit image forte, c'est juste des voitures alignées sur 5 km. Il disait quand même, je comprends le problème tout de suite. Et il a aligné deux témoignages qui durent chacun peut-être 10 secondes, mais il a posé deux témoins différents et qui ont une qui habite sur place, qui viennent d'arriver. Et il m'a déjà donné du relief au reportage. Il y a déjà du récit et de l'information. Voilà, ça, je trouve, c'est. Et en 30 secondes, après, il y avait encore 40 secondes de reportage, mais en 30 secondes, il avait tout posé. Voilà. Et ça, c'est ça, effectivement, et ces 30 secondes-là, en fait, ça veut dire que par ailleurs, il a dû interroger d'autres commerçants. En fait, ça a pris beaucoup de temps, en fait. Mais pour trouver les deux témoignages, on se dit ça, sur 2 fois 10 secondes, je peux réussir déjà, paf, à poser mon reportage. Voilà. Ouais, et ce sont des bons conseils en effet, parce que la dernière fois, on disait, enfin, lors d'un précédent atelier, que c'était ça, en très peu de temps, en fait, finalement, dans un podcast ou à la radio, etc., ça peut suffire pour déplier un imaginaire, pour caractériser, comme tu disais. Ouais, et j'aime bien cette idée d'image, en fait, pour parler dans le docu radio, mais ouais, ce sont des bons conseils en très peu de temps. Enfin, on peut faire déplier plein de choses. Tu as parlé, enfin, tu as commencé un petit peu à parler du recueil, alors de l'information. Et une fois justement que on va interroger des gens, on part à la rencontre de ces intervenants et intervenantes. Tu dois, alors là, je crois que lors de ce reportage en particulier à Saint-Martin, tu as dû faire face à certaines fake news ou justement essayer de trier, comme tu l'as dit, un petit peu l'information. Alors, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu fais déjà pour faire face à ces potentielles fausses informations et à les vérifier? Effectivement, je pense que c'est vraiment la première fois que j'ai été à ce point confronté. Après, ça s'est amplifié et puis ça a pris une place très importante, même politiquement, etc. Les fake news, mais il y a 8 ans, alors Trump était déjà au pouvoir aux États-Unis, donc ça commençait déjà fortement aux États-Unis. Mais c'est la première fois que j'étais confronté comme ça sur le terrain à des fake news. Alors,
pas tant, si on entend fake news par volonté vraiment parce que la fake news, il y a une volonté derrière aussi potentiellement. Ces gens qui les transmettaient ou qui les faisaient tourner sur l'île étaient pas forcément mal intentionnés. Ils étaient pour beaucoup, je pense, traumatisés aussi par ce qui était arrivé, dépourvus d'informations. Et c'est le pire, c'est la pire chose qui puisse arriver. C'est-à-dire quand il y a plus d'informations solides, bah là les choses circulent tout à fait librement. On est prêt à croire à peu près à tout. Et ces gens, effectivement, faisaient circuler, mais des gens de profils très différents, ça qui était frappant, d'un bout à l'autre de l'île, étaient persuadés de deux choses très importantes, c'est-à-dire qu'il y avait eu des centaines de morts, alors que bah, le bilan officiel a été, je crois, alors je ne l'ai plus exactement en tête, mais je crois 7 morts. Enfin, bon, c'était un miracle, hein, vu effectivement les dégâts, mais a priori, il y a eu, disons, une dizaine de morts maximum et que ces morts étaient cachés. En fait, il y avait beaucoup le côté, souvent dans les fake news, un peu complotiste, en disant que l'État pouvait pas assumer qu'il y ait des centaines de morts, donc en fait, ces morts étaient cachés, et on nous donnait à chaque fois précisément des lieux où ils étaient cachés, en disant, mais si, ils sont cachés à l'aéroport, dans des camions frigorifiques, les pompiers les cachent, ils participent à ça, tout ça. Et puis, parfois, c'était dans un étang à l'autre bout de l'île, tout ça. Donc, en fait, il y avait ça comme fake news, et l'autre fake news, c'était que la préfète déléguée de Saint-Martin avait fui l'île juste avant l'ouragan, et donc c'était aussi l'État qui avait lâché les gens, qui avait laissé les gens face à leur sort. Voilà. Et donc la solution pour nous, c'était juste, c'est pour ça que j'insiste sur l'observation, l'importance du terrain et du reporter, d'être sur place. C'est juste d'aller vérifier. Alors ça prend beaucoup de temps, mais on est obligé de faire ça parce que ça devenait quand même toutes nos interviews étaient laisser remonter cette information, ce qui ressemblait à une information de la part des gens qui nous le disaient, en fait, vous savez, il y a eu des centaines de morts, moi on m'a dit, on m'a envoyé des photos, mais en fait, quand on demandait à voir ces photos, on les avait jamais, mais les gens étaient quand même persuadés de ça. Et donc, ben, on a passé notre temps quand je dis nous, parce que il y a d'autres journalistes qui travaillaient sur la question, à circuler sur l'île et à aller à l'aéroport, à poser la question à d'autres sources institutionnelles, puisque les pompiers étaient visiblement concernés par ces corps cachés, donc on leur posait la question, évidemment, on n'est pas obligé de croire les pompiers, mais bon, de fait, ils avaient autre chose à faire que de cacher des corps dans des conteneurs, mais bon, dès qu'on les a comme interrogés, on allait observer les lieux, on disait il y a des containers avec des corps dedans, tout ça, pour finalement démonter ces fake news. Donc mais ça, on est obligé de le faire, hein, on est obligé de passer par là, on peut pas restituer ces informations entre guillemets données par les gens, on peut pas non plus les étouffer et dire c'est n'importe quoi. On vérifie au cas où, parce que si c'est vrai, c'est énorme effectivement, donc on va quand même vérifier. Donc le moyen pour nous, c'est déjà d'être très alerte, faut repérer. Alors c'est tellement énorme qu'on peut dire c'est assez évident, mais les fake news peuvent être moins spectaculaires que celles qui nous étaient racontées là. Donc faut être très vigilant avant de diffuser une information. Et peut-être plus c'est spectaculaire, plus il faut être vigilant, ce qui est souvent le cas avec les fake news, c'est-à-dire qu'on a très envie de les croire. Et eux, les gens avaient très envie de croire qu'il y avait des centaines de morts, non pas par volonté morbide, mais parce qu'ils en étaient persuadés. Et du coup, c'est un récit séduisant pour eux, avec éventuellement séduit par l'idée que l'État ait pu les lâcher aussi, parce qu'en plus, il y a le côté insulaire, une île au loin, ils disent que la métropole, on les intéresse pas, tout ça, il y a plein de choses qui peuvent s'amalgamer pour expliquer ça. Mais donc, plus on a envie de croire une information, plus on la fait circuler. Et nous, en tant que journaliste, il faut faire attention à ce qu'on peut avoir envie de croire aussi, parce que c'est hyper intéressant à raconter. Mais donc, c'est là qu'il faut faire le plus attention. Donc, on va vérifier l'observation. On utilise aussi, parmi les 5 sources de journalistes qu'on a mentionné tout à l'heure, il y a les autres journalistes. Quand on était plusieurs à travailler dessus, ben, on en a interrogé les autres, concrètement, souvent entre radios en particulier. Évidemment, sur une information exclusive, on va pas la donner aux autres, mais quand on travaille sur la même chose, on va s'entraider en disant, moi, je suis déjà allé voir de l'autre côté, ne t'inquiète pas, il y a rien. Voilà, on s'entraide un minimum et puis on pose des questions aux autres journalistes. Et puis donc il y a les institutions, en l'occurrence, bah, je vous le dis pour les corps cachés, bah, on a posé des questions aux pompiers, aux gendarmes, etc., aux hôpitaux, parce que les hôpitaux, s'il y a des centaines de morts, les hôpitaux a priori sont au courant aussi. Donc, je suis allé à l'hôpital, je vais voir ce qui se passe à l'hôpital. Et puis, bah, en ce qui concerne la préfète, c'est devenu presque un peu amusant parce qu'on nous disait, relativement amusant parce que la situation était difficile sur l'île, mais on nous affirmait qu'elle était partie et nous on l'a rencontrée en fait, donc on pouvait dire aux gens en fait elle est là, et c'est pour ça que j'ai effectivement proposé ce tweet. Il y a un tweet de la préfecture de la Guadeloupe avec cette photo qui regroupe là plein de sources possibles pour un journaliste. Alors déjà on voit sur cette photo la préfète déléguée qui était accusée d'avoir quitté l'île, qui en fait a vécu avec son équipe et de manière un peu traumatisante aussi les choses dans la préfecture, voilà où les vitres ont explosé et tout ça, bon, donc elle n'était pas non plus très sereine quand elle est sortie de ça, mais elle était bien là sur l'île, donc on l'a rencontrée, donc vous pouvez au moins dire aux gens dans l'aspect humain dont je parlais, ben, au moins sachez que je peux vous donner cette information. Moi je l'ai rencontrée, donc elle était, après on peut penser que ce qu'on veut du rôle de l'État, mais en tout cas la préfète n'est pas partie, elle est là. Et puis là, il y a ce tweet qui est donc une source d'information, là c'est une institution qui tweet, la préfecture de Guadeloupe, avec une photo qui montre
La préfète, alors moi je suis sur la photo un petit peu cachée, mais avec d'autres journalistes, et on voit qu'on est présent aussi, on l'a interviewé effectivement, on voit nos micros. Il y a un gendarme, un pompier, donc ils peuvent témoigner du fait qu'elle est là. S'il y a besoin, on peut recouper les sources, hein, vraiment les... Et en plus, c'est une photo qui est siglée. C'est pas une photo officielle, si on doute encore de ça, c'est une photo qui est siglée par l'AFP, donc par l'agence France Presse, qui est une agence de presse française, donc par des journalistes qui sont aussi sur place, qui peuvent témoigner par leur photo que la préfète est bien là. Enfin, là, il y a tout un ensemble de sources qui peuvent vraiment convaincre les gens que, au moins, face à ces fake news-là, croyez, bah, c'est pas une façon d'être cru en tant que journaliste, mais nous, on peut vous affirmer, en tout cas, on pouvait le dire quand les gens nous disaient ça. Là, on a croisé les sources, je vous assure que la préfète est toujours là. Mais donc voilà, face à une fake news, bah, ça prend beaucoup de temps, mais c'est très important qu'on croise les sources. Un témoin seul qui nous dit quelque chose quand tous les autres nous le disent pas, bah, on peut laisser tomber. Ou en tout cas, on peut vraiment douter. Et en revanche, même si ça devient plus ou moins solide, parce que plusieurs témoins nous disent, alors plein de témoins nous disaient il y a des corps cachés, bah, ça suffit pas pour autant. Il faut croiser encore les sources avec, en l'occurrence, soit un autre journaliste, soit surtout une source, plusieurs sources institutionnelles, même la préfecture, la gendarmerie, les hôpitaux, les pompiers, qui nous disent tous, plus l'observation, que ça n'existe pas, ben voilà, on dit que ça n'existe pas. Voilà. Après, ça devient un sujet en soi. Ce que j'ai pu raconter comme sujet, c'est les fake news qui circulaient. Et ce que j'ai pu raconter, comment ce mécanisme se mettait en place. Ça devient un angle à raconter, quoi. Ouais. Et alors, en sortant un petit peu du cadre de ce reportage, qu'est-ce que tu aurais comme conseil? Parce que c'est vrai que les participantes et les participants peuvent y être confrontés hein, lorsqu'ils font des recherches dans le cadre de leur podcast à ces fake news. Et qu'est-ce que tu aurais comme conseil justement à leur échelle, à eux, pour essayer de les parer? Bah, je dirais déjà effectivement cette hyper vigilance déjà face à l'information, notamment sur les réseaux sociaux, parce que peuvent se mélanger des sources d'informations tout à fait crédibles sur les réseaux sociaux à des choses qui y ressemblent et qui ne le sont absolument pas. Et ça, c'est vraiment, enfin, c'est pas vraiment nouveau, mais c'est ce qui est monté en puissance ces dernières années. Et même pour nous, parfois journalistes, c'est difficile. Et pourtant, on essaie d'être hyper vigilant, mais on doit être vigilant à on n'est pas vigilant qu'à ce que racontent les autres journalistes, on est aussi vigilant à ce que racontent les gens qui ne sont pas journalistes et qui parfois disent des choses, des témoignages. Les témoignages, en fait, c'est aussi du témoignage. Les gens que j'ai rencontrés sur place, ces témoins, ils se racontent sur les réseaux sociaux aussi. Et on peut trouver des super témoignages sur les réseaux sociaux. Mais il faut aussi les croiser, il faut les interroger, il faut pas tout de suite les diffuser. Et donc, faut pas les relayer tout de suite, qu'on soit journaliste ou pas d'ailleurs. Hein. Faut faire attention avant de les relayer. Et quand on est face à un témoignage qui semble ou une information qui n'est pas donnée par un journaliste ou une institution, ça veut pas dire du tout qu'elle est fausse. Les gens ont le droit d'avoir des informations qui mettent c'est même la force des réseaux sociaux. Ils arrivent à mettre en évidence des informations qu'on n'a pas, nous, aussi rapidement et qui vont nous intéresser. Mais face à une information qui est présentée par des gens qui ne sont pas journalistes, faut être très vigilant. Et donc c'est pour ça que j'ai pris cet exemple qu'on voit là à l'image. Par exemple, il y a une information, donc c'était maintenant il y a 2 ans, je crois, à la rentrée scolaire, qui a vraiment pris beaucoup d'ampleur au moment de la rentrée scolaire, qui était que la rentrée était que Emmanuel Macron avait décidé de décaler la rentrée. Donc juste avant la rentrée en septembre, elle était décalée donc au 18 septembre, je crois, de 10 jours ou de 2 semaines par rapport à la rentrée officielle. Et ça a vraiment bien pris parmi les gens qui utilisent les réseaux sociaux, notamment les lycéens, les collégiens, dont beaucoup étaient persuadés effectivement, donc relayer l'information en disant ça y est, c'est officiel, c'est décalé. Bon, alors je sais plus pour quelle raison d'ailleurs officiellement, mais bref, il y avait peu importe la raison, il n'y avait même pas de raison, c'était juste officiellement annoncé et on relayait cette information. Et quand on tombe face à ces tweets en tant que journaliste, alors là on n'est plus reporter, on est face aux réseaux sociaux, mais c'est une source d'information importante. Face à ça, on va s'interroger évidemment, on va se demander si c'est vrai, puisque on va pas le balayer d'un revers de la main. Si c'est vrai, c'est énorme, c'est juste qu'on n'est pas au courant et qu'a priori, quelque chose d'aussi important quand même sur la rentrée scolaire, les autorités font en sorte que les journalistes soient au courant et donc communiquent officiellement. Bon, on se dit s'il y a eu un raté, peut-être que c'est possible. Donc évidemment, on interroge les institutions, en l'occurrence le ministère de l'Éducation nationale, qui très vite nous dit que c'est faux. Donc on peut tout de suite dire que c'est faux. Il n'y a pas de raison qu'ils nous mentent sur ce point, donc on peut dire que c'est faux. Donc on fait cette démarche-là. Mais avant même, enfin, on fait cette démarche, c'était essentiel. Mais même face le conseil, puisque c'était la question, pardon, comme tout le monde ne peut pas joindre l'éducation nationale pour savoir si c'est vrai, il y a au moins parmi les vigilances qu'il faut avoir face à ces tweets, parmi ceux qui ont eu beaucoup de succès à l'époque. Nous, si on tombe en tant que journaliste face à ces tweets-là, on est tout de suite quand même frappé par une chose essentielle, c'est que notamment celui
gauche, enfin celui où il y a plusieurs vidéos l'affirment. Déjà, plusieurs vidéos l'affirment, on va creuser un petit peu, parce que des vidéos là qui l'affirment, ça va pas suffire pour un noob comme source sérieuse. Au-delà du fait qu'on dit Macron, et ce qui est bizarre, parce que généralement, les journalistes, quoi qu'on passe du président de la République, on dit plutôt Emmanuel Macron ou le président de la République que Macron dans un texte. Et on met pas d'emoji. Mais même si on met tout ça de côté, en imaginant qu'un journaliste ait pris quelques libertés, il y a des fautes d'orthographe. Et c'est vraiment un aspect absolument essentiel pour nous encore aujourd'hui en tant que journalistes. A priori, il peut y avoir du relâchement chez les journalistes, mais a priori, les journalistes, quand ils font paraître un texte, font attention, que ce soit papier ou sur les réseaux sociaux, à ne pas faire de fautes. Alors, ça nous arrive, on est humain, il nous arrive d'en faire, mais s'il y a un moment où on se relit, où on fait relire, c'est bien à ce moment-là, pour être sûr de ne pas faire de fautes, parce que la maîtrise du français, ça montre aussi la maîtrise de l'information. Et donc, si on est face à un texte avec des fautes d'orthographe, ça veut pas dire que c'est faux, mais ça nous alerte particulièrement sur la nécessité de devoir le croiser. En l'occurrence, donc ce tweet avec ses fautes, son emoji, Macron, tout ça, et le fait qu'il y a une source qui est indiquée, mais qui s'appelle, je crois, Mystique 71 100, je crois. Bon, ça fait pas très journaliste a priori. On peut au moins creuser qu'est-ce que c'est Mystique que je connais pas. Et si on creuse un peu, on se rend compte que quelqu'un qui est pas forcément hyper informé, donc on va faire très attention à ce tweet. Voilà. Mais donc, même sans être journaliste, je pense que retenir que, déjà, si on est fait un texte, mais il faut pouvoir les repérer, mais c'est très important de pouvoir les repérer, qu'il y a des fautes dans un texte, ou qu'il y a un problème de syntaxe ou de formulation étrange. Il faut vraiment faire attention parce que les journalistes, avec tous les défauts qui sont les leurs par ailleurs, ils essayent au moins d'être au clair sur la façon de présenter les choses et de les présenter sans faute. Voilà. Donc, ça doit vraiment alerter. Voilà. Et alors, du coup, ça nous amène à cette idée, alors qu'on avait traité avec Clémence Alzard aussi, cette idée de subjectivité, etc., croiser ses sources, voilà, donner à entendre une information claire, objective, etc. On avait, lors d'un précédent atelier, évoqué, ouais, avec Clémence Alzard, comme je le disais, le fait en tant que journaliste ou en tant que créatrice pour elle de documentaires sonores, de se positionner en tant que journaliste, enfin voilà, la place que l'on prenait soit dans son reportage, sa subjectivité, le fait de dire je, etc. Comment est-ce que tu le travailles, toi, C'est Mathieu? vrai que j'ai entendu ça et c'est intéressant parce que c'est très différent. C'est vrai que dans le reportage vraiment purement journalistique qui sont ceux que je fais ou sur lesquels je travaille en tant que rédacteur en chef à France Info, le jeu a vraiment pratiquement jamais sa place, à part dans les sujets où on se les autorise parce que c'est peut-être des sujets peut-être un peu plus légers en situation, mais c'est extrêmement rare. Enfin, on est vraiment plutôt dans l'idée de s'effacer vraiment complètement, même si c'est notre voix qu'on entend. Donc on donne notre nom parce que c'est notre voix qu'on entend et c'est important qu'on sache qui signe le reportage. Mais pour le reste, vraiment, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'expression de sentiments, il n'y a pas d'expression. On dit pas la situation est, il n'y a même pas besoin de dire qu'on trouve que la situation est horrible parce qu'on décrit une situation qui est déjà horrible. Enfin, il n'y a pas besoin de souligner des choses, quoi. On est vraiment juste dans le concret de ce qu'on va pouvoir raconter et surtout on laisse les gens donner, utiliser leurs mots ou on rapporte les propos utilisés par des gens. Mais c'est pas nous. Nous, on est là pour décrire les choses qui sont de manière assez significative, encore une fois, assez horrible ou assez joyeuse pour que les gens le comprennent sans qu'on ait besoin de le souligner ou de dire, ah, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Si on le choisit, c'est que, ou horrible, c'est que si on le choisit et de le mettre en avant, c'est que ça suffit. Encore une fois, c'est vraiment parce que c'est deux approches différentes, hein. Mais, et puis aussi parce qu'on a moins de place en général. Donc on va vraiment le plus efficacement possible. On est là pour accompagner le témoignage qui va être le nôtre. Et même, je dirais que idéalement, parmi les reportages que j'ai pu faire, plus au long cours pour France Inter, il y a des reportages dans lesquels c'était pratiquement ce qu'on appelle un tout sonore, c'est-à-dire que même sur 2, 3, 4 minutes, je pouvais m'effacer complètement et le reportage était complètement tenu que par de l'ambiance, du son et la parole de la personne que j'interviewais, à qui je faisais mener quelque part le reportage avec elle est pas journaliste, donc je lui disais pas faites un reportage, mais je laissais mon micro, j'ai effacé toutes mes relances, tout ce que je pouvais moi dire, et c'est elle qui ensuite
avec l'art du montage, là c'est le montage qui permet ça, juste apporter l'information qu'il fallait, et tout en le faisant, ben moi j'écrivais un peu ça dans ma tête, je disais qu'est-ce que je pourrais utiliser, et ensuite on peut s'effacer complètement. Donc là pour le coup c'est le cas extrême où vraiment il y a plus de jeu, il y a plus de journaliste, mais en fait le journaliste est très présent parce que même si c'est pas, il y a pas de jeu, c'est moi qui ai choisi le sujet ou qui est envoyé sur le sujet, c'est moi qui ai choisi les intervenants, c'est moi qui ai choisi tel angle. Et je l'ai choisi, et c'est on en revient à la subjectivité, parce que j'ai été touché, frappé par quelque chose. Ce que je disais sur Saint-Martin, si je vais faire telle ou telle personne, c'est parce que bah, j'ai l'impression que elle aura quelque chose d'intéressant à me raconter, parce que j'observe quelque chose, c'est l'observation qui m'a mené à elle, et c'est ma sensibilité qui a fait que j'ai été touché par ça, ou l'image, je parlais de l'image que je vais mettre en avant, bah, ce que je vais vous raconter là, ça dit quelque chose de ma sensibilité aussi, ou de ma subjectivité. Et comme j'ai choisi un angle, en fait, j'efface tout le reste. Ça veut dire que je donne moins d'informations, mais j'ai choisi cet angle-là parce que ma sensibilité me mène à ça. Donc en fait, il y a une forme de subjectivité. Même si je parle pas du tout, il y aura une forme de subjectivité parce que c'est moi qui j'ai interrogé telle ou telle personne par le montage. Le montage, je crois qu'elle disait ça. D'ailleurs, le montage, c'est là que la subjectivité s'exprime, évidemment. Mais la subjectivité doit pas être un obstacle à l'information. C'est ça le truc. On est entre le récit, encore une fois, et la nécessité de donner de l'information factuelle, et là, qui pour le coup est objective, quoi. Juste pour clôturer, parce qu'en fait, on va arriver à la fin de cet atelier. J'ai quand même envie de décentrer un petit peu et de te demander si tu étais voilà, participant au concours cette année, sur quoi est-ce que tu aimerais enquêter, toi, autour de ce thème que nous avons cette année, qui, je le rappelle, est virilité. Je crois que si j'étais participant sur la question aujourd'hui, je m'intéresserais à la virilité telle qu'elle s'exprime sur les réseaux sociaux, justement, et notamment à l'exacerbation d'une certaine virilité par des influenceurs et qui semblent vraiment toucher notamment des jeunes garçons, pas des jeunes hommes. Et moi, ça m'interroge beaucoup à titre personnel, donc c'est là qu'il y a une forme de subjectivité. Et je trouve que c'est intéressant même factuellement comme fait de société, parce que je suis frappé effectivement par les retours que j'ai ou quand j'interviens dans des collèges ou dans des lycées, par le profil de certains qui vraiment sont déjà quasiment des masculinistes, ou en tout cas sous l'influence manifestement de masculinistes. Et ça m'interroge en tant qu'homme et en tant que journaliste. Donc je crois que j'aurais envie d'essayer de comprendre ce phénomène-là. Et puis ça m'intéresserait, je me dis, là, en termes de sources, si je peux interroger ces jeunes hommes, les influenceurs en question, mais aussi les femmes qui sont en rapport avec eux et de voir comment elles voient cette évolution, parce que manifestement ça crée aussi un fossé important autour de la question de la virilité, entre une demande de virilité qui évolue d'un côté et un rétrécissement, je dirais, autour d'une virilité un peu à l'ancienne qui semble s'affirmer de nouveau. Je crois que je travaillerai là-dessus. Et ouais. Mm. Et c'est d'autant plus enfin, ouais, intéressant ce que tu dis, puisque un des premiers, enfin, le premier atelier que nous avions mené cette année avec Jeanne Mayer et Sophie Marchand répondait aussi à des questionnements que l'on avait des participantes, surtout, qui disaient comment m'emparer de ce thème alors que Ouais. une fille, une femme, voilà. Et c'est vrai que c'est aussi tout à fait, enfin voilà, intéressant d'avoir ce contrepoint-là, voire capital en fait, d'interroger. Et euh, d'ailleurs, ce que tu dis là me fait juste penser aussi qu'en termes de sources, c'est vraiment, il faut se fixer aucune limite. En l'occurrence, par exemple, sur le sujet, il faut surtout pas se dire qu'il y a des choses qui sont plutôt destinées aux garçons, des choses plutôt destinées aux filles, et creuser seulement le sillon qui va être un peu le sillon le plus logique ou plus confortable parce que c'est celui qui est assigné à son genre, et de se confronter, même si ça peut être plus difficile ou plus douloureux, même en tant que personne, à ce qui nous est étranger ou présenté comme étranger ou même presque un peu offensif en disant, mais en fait, s'il y a bien un sujet dans lequel il faut faire preuve d'empathie, mais c'est le cas souvent dans le reportage, c'est se mettre à la place des gens et essayer de comprendre ce qu'ils ont ressenti, c'est le domaine du genre et de ce qui peut séparer l'un et l'autre de manière plus ou moins artificielle, et d'essayer de comprendre l'expérience de l'autre, même si c'est un autre qui peut être agressif en l'occurrence, mais c'est de comprendre l'expérience de l'autre. Et donc même en tant que, je pense qu'il y a, si des femmes ou des filles se posent la question de dire, qu'est-ce que je peux dire sur la virilité, mais en fait, s'il y a des sources disponibles qui sont bah, l'autre en face qui a visiblement une vision, il faut essayer d'aller vers lui et de lui poser les questions et d'essayer aussi de se mettre à sa place, même si c'est difficile, parce que là, ça implique à la fois le journaliste ou la jeune journaliste ou auteur de podcast ou autrice de podcast et la personne qui peut être malade. Et ça arrive en tant que reporter, parfois humainement, on se dit c'est pas confortable comme situation. Mais en même temps, c'est aussi des situations enrichissantes, quoi. Tout à fait.
Alors, on va terminer avec les questions. Donc, il y en a une qui dit, au-delà du choix d'un angle précis, auriez-vous des conseils pour aider les participants à donner du sens à leur collecte de témoignages pour parvenir à raconter une histoire? Alors, pas forcément pour faire un reportage dit informatif, notamment des conseils concernant la constitution d'un récit, le montage, des enregistrements, etc., etc. Euh, c'est beaucoup de choses, mais en tout cas, moi, ce qui est sûr, si on veut faire un récit, euh, en fait, ce qui fait que les gens sont emmenés dans un récit, en plus, ça durerait plusieurs minutes, donc c'est vrai qu'il faut quelque chose d'assez fort pour que ça tienne plusieurs minutes. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir en tête, en le faisant, il faut que s'écrive déjà le reportage en le faisant, en fait. Il faut pas cumuler juste des ambiances. Alors déjà, il faut penser, je l'ai dit, et je vais le re-souligner là, c'est vraiment essentiel si vous voulez utiliser de l'ambiance et faire un récit. Il faut penser à tourner des ambiances, ça paraît bête, mais ça arrive à tous les reporters de revenir en disant, en fait, j'ai tout ce qu'il faut, sauf j'ai oublié de tourner mon ambiance. Et sans ambiance, ça casse un peu tout, parce qu'on va être encore une fois à blanc. Donc, il faut, c'est-à-dire sans ambiance derrière la voix, et ça change tout. Donc vraiment, il faut penser à laisser tourner son micro, qui va capter des choses que peut-être qu'on va même découvrir après en réécoutant, en disant, ah, là, il y a un moment assez fort que j'ai réussi à avoir. Laisser tourner son micro, et au moment où on tourne, avoir à l'esprit qu'on est déjà sur le terrain, avant même d'écrire, on est en train d'écrire son portage en fait. Et c'est pour ça que, par exemple, à Saint-Martin, je suis arrivé sur l'île et j'ai raconté en fait en reportage, les choses qui m'ont marqué. Je suis arrivé, l'histoire des pillages, j'ai dit que c'est le premier angle parce que c'est la chose dont les gens m'ont parlé tout de suite, que j'ai pu observer. J'ai vu un gendarme qui m'en a parlé, et donc tout de suite j'ai pu dire, bah voilà, j'ai décrit ce premier reportage, je vous ai parlé. J'ai décrit effectivement mon arrivée sur le port, puis quelques mètres plus haut, la maison où je me suis réfugié avec un habitant. Et j'ai vraiment décrit ça, c'est-à-dire à la fois en espace dans le temps et dans les lieux, j'ai décrit ça et donc j'ai fait un récit naturellement avec ce que j'ai vécu. Et je me suis dit ça en le faisant. J'ai su que j'allais écrire ça. Donc déjà, ça prend forme dans votre esprit. Si vous, ce que vous vivez même en faisant votre reportage, ça peut servir de récit, quoi. Alors, si en plus vous utilisez le jeu, c'est encore plus simple, c'est vrai, parce que là, il n'y a pas besoin de se cacher derrière le fait que c'est vous. Vous pouvez affirmer le fait que bah, la première personne que j'interroge, je la raconte dans tel lieu. Et puis après, je me déplace. Il faut que faut que ça ait du sens. Hein, pas, si c'est juste d'un lieu à un autre, faut expliquer pourquoi vous allez d'un lieu à un autre. Mais voilà comment on peut donner une forme de récit tout en donnant de l'information pour expliquer quand vous rencontrez cette personne, pourquoi, ce que je disais avec le reportage sur Gilles Verny, caractériser la personne en quelques mots, mais pourquoi je suis allé la voir elle? Pourquoi c'est important de décrire que dans son bureau, je vois cette photo-là, je sais pas, n'importe quoi, mais quelque chose qui, en une image, va permettre de caractériser. Et puis hop, je change de lieu, j'explique pourquoi je change de lieu. Voilà. Ben, ça suffit à m'emmener dans un récit, en fait. C'est pas très compliqué, c'est ce que vous vivez. Juste en le faisant, retenir à chaque fois peut-être une image, une caractérisation de la personne qui explique pourquoi je vais d'un lieu à un autre, d'une personne à une autre, et ça fait un récit avec de l'information. Je sais pas si c'est clair comme explication. Mm. Tout à fait, très clair. Et tu as une dernière question qui est, pardon, pour le coup plus technique. Si nous ne disposons pas d'un matériel professionnel d'enregistrement, mais seulement des outils de type dictaphone sur téléphone, quels conseils techniques pouvez-vous nous donner dans l'enregistrement et dans le montage afin de proposer un rendu audio qualitatif malgré tout? Ouais, alors ça arrive. Alors, que le reportage, parfois, on se retrouve on peut utiliser que son dictaphone ou son iPhone pour enregistrer son cité de marque. Ça marche avec d'autres, mais parce que le matériel est défaillant, voilà. C'est pas idéal, mais c'est tout à fait possible. Le seul truc, c'est que contrairement au micro professionnel, l'iPhone ou le dictaphone, il n'a pas un micro directionnel, c'est-à-dire que il va pas aller précisément la voix qu'on veut. Donc, il faut vraiment être juste à côté vraiment à côté de la bouche de la personne pour être sûr de ne capter que ça, parce que sinon, il capte toute l'ambiance avec. Pour le coup, la voix va se perdre dedans. Il faut vraiment être au plus près de la personne qui parle, techniquement, voilà, pour être purement technique et s'en éloigner pour capter l'ambiance, comme je te disais, voilà. Et après, l'ambiance sera sans doute moins bien restituée qu'elle ne l'est avec un micro professionnel, mais ça n'empêche pas du tout de capter de l'ambiance. Techniquement, c'est vraiment l'erreur, surtout à ne pas commettre, c'est ça, c'est de penser que ça enregistre que la voix parce qu'on on veut qu'enregistre que la voix en restant à distance, mais il faut vraiment être juste à côté avec un iPhone. Après, en termes de montage et de mixage, ça changera pas grand-chose tant que vous avez vos pistes d'ambiance et que vous avez par ailleurs vos voix qui sont très claires et votre façon de vous enregistrer aussi avec l'outil, ce sera pas compliqué. Pour le coup, vous serez sans doute en silence chez vous ou dans un bureau, vous pourrez très bien mixer avec ça. Voilà, c'est possible sans matériel professionnel.
Et j'en profite pour renvoyer aussi à un atelier que l'on avait fait il y a 3 ans avec Samia Basile et qui était autour justement de la prise de son et où elle expliquait en fait, il y a un article d'Arte Radio aussi que vous pouvez trouver sur notre site sur toutes les erreurs à éviter. Justement sur la prise de son en extérieur, faire attention au vent, faire attention au bracelet, etc. Mais voilà, qui dit que oui, c'est tout à fait possible. C'est vrai que le vent, ça peut être. C'est vrai que les matériels professionnels, on a une bonnette sur le micro qui protège très bien du vent. Quand on l'oublie, ça peut être une catastrophe. Et si vous utilisez un iPhone en extérieur ou un microphone en extérieur, il faut absolument pas hésiter à le couvrir avec la main quand vous posez des questions aux gens, même s'il y a un peu de vent, parce que ça peut vraiment. Oui, c'est vrai que c'est bien de lui penser. Merci, j'avais pas pensé, mais ça peut vraiment ruiner une interview. Le vent peut s'infiltrer et s'inviter et vraiment rendre le truc pas audible. Donc voilà, c'est important. Eh bien, je te remercie beaucoup, Rémi. Avec Merci. plaisir.